Voilà, alors il est avec nous, lui c'est Johnson Ishara, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Bien portant ce matin. Oui, ça va, on est là. On continue à travailler sur beaucoup d'activités à Kinshasa et on suit la situation générale du pays. Quelle à activité à l'est. Kinshasa? Oui, depuis l'année scolaire passée, nous avons lancé ces festivals, ces plus grands festivals scolaires avec les écoles, qui a commencé à Goma, Bukavu. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition à Kinshasa, qui réunit les grandes écoles des 5 provinces éducationnelles pour en compétir. Mais l'objectif également, c'est de sensibiliser la jeunesse sur des grandes thématiques. La première thématique, c'est par exemple, à la protection de l'environnement aujourd'hui. Si on n'arrive pas à impliquer le jeune, les élèves par rapport à la lutte contre l'insalubrité de Kinshasa, cette bataille, on ne saura pas la vaincre. Et c'est pour cette raison que vous avez vu, malgré toutes les campagnes lancées par le politique sur la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, ça ne marchait pas parce que les vrais acteurs ne sont pas impliqués ou encore les acteurs clés. Et nous pensons que dans cette approche, il fallait vraiment impliquer, sensibiliser, éduquer la jeunesse sur la protection de l'environnement et ce que nous faisons avec le festival scolaire scientifique Mabadiliko. Nous avons également la deuxième thématique, c'est la thématique sur la bonne gouvernance et démocratie. Aujourd'hui, la question de la bonne gouvernance qu'il faut qu'on sensibilise. On informe les jeunes sur le valeur de la bonne gouvernance, les principes de la bonne gouvernance, mais également le principe de la démocratie. Parce que si ces aspects sont très mal compris, ça va nous amener dans une démocrature ou dans une anarchie. Alors, il faut vraiment éduquer la population, surtout cette catégorie de la jeunesse. La troisième thématique sur laquelle nous travaillons, c'est sur l'engagement citoyen responsable. Je pense que le Congo aujourd'hui est dans une urgence d'avoir des nouveaux citoyens. Parce que pour nous, avec notre organisation, la dynamique Génération Consciente, l'actuel citoyen congolais, il a failli à sa mission. Il faut proposer au Congo des nouveaux citoyens qui s'engagent de nouveau. Nous avons vu des nouveaux citoyens en 1960, comment ils se sont engagés en luttant pour l'indépendance. Nous avons eu des nouveaux citoyens en 1971, à partir de 65, avec l'avènement d'Isaïr, qui se sont engagés. Nous avons eu d'autres citoyens congolais qui se sont engagés en 97, avec l'avènement de Musée. Donc, on sent quand même qu'il y a une possibilité de réinventer des nouveaux citoyens à travers une vision collective partagée, mais tout part également des approches qu'il faut définir. Et la dernière thématique maintenant sur laquelle nous travaillons, c'est lié maintenant à la santé reproductive. Bon, maintenant, un corps sain, il faut maintenant éduquer les enfants sur la santé. C'est toutes les écoles qui participent? Non, nous travaillons seulement avec notre capacité en fonction du calendrier scolaire. Nous travaillons avec 34 écoles. Et là, nous prenons, sur base des propositions des chefs de division de provinces éducationnelles. Donc, nous retenons que 7 écoles par province éducationnelle. Et ce qui nous amène maintenant à une trentaine d'écoles. Et en communion avec la Direction nationale des activités parascolaires. Donc, ce qui fait à ce que on peut se retrouver au gymnase de la police nationale congolaise, qui est notre site mythique pour cette activité. Et on met ensemble les élèves qui viennent, par exemple, d'Nsele, de Tchangou, de Funa, de Moamba, de Lukunga, du côté Mongafula. Et pour eux, ils sont quand même très contents de se retrouver parce que, bon, Kinshasa est tellement vaste. Il y a, par exemple, des écoles d'Nsele qui se plaignent souvent que la grande ville de Kinshasa a l'habitude de les oublier. On considère qu'ils étaient dans la périphérie. C'est le même problème pour les écoles qui viennent de Mongafula, du côté Télécom, Zamba Télécom. Bon alors, mais quand elles se retrouvent ensemble, cette simulation des pensées qu'il faut parler du Congo dans sa grandeur avec les enfants, voilà, nous pensons que d'une manière ou d'une autre, nous contribuerons dans ce secteur-là. Voilà, ça c'est bien. Ça, c'est la deuxième édition? Oui, c'est la deuxième édition. Et la première édition, il y a eu un champion? Oui, il y a eu un champion et l'école championne est venue de la commune de Selembaou. C'était le complexe scolaire Saint-Joseph de Kinéon, qui est une grande école. Mais en tout cas, il faut avouer qu'à Kinshasa, il y a des talents, il faut seulement les encadrer. J'ai rencontré des enfants très doués, génies, mais qui sont méconnus par ceux qui sont censés les suivre et les orienter, les encadrer, parce que ces enfants-là mériteraient des bourses d'études pour que nous ayons une crème d'élite.
je trouvais des enfants qui sont en terminale, mais qui sont en train d'avoir des 90% à l'école secondaire. C'est quand même incroyable à Kinshasa. Et l'école là est de Selemba, où la deuxième école était venue d'Insélé vers un terre jaune là-bas. C'est le complexe scolaire Maman Omoi. Et puis la troisième école est venue de Tchangou, c'est ITP Patio l'année passée. La quatrième école est venue de Mongafula, c'était Notre-Dame de la Consolata. La cinquième école est venue encore d'Insélé, c'est complexe scolaire Marie Immaculée. Et puis il y a eu d'autres écoles qui ont... Qui est l'initiateur de ces activités culturelles? L'initiateur, c'est nous, c'est-à-dire c'est notre organisation. Et vous gagnez quoi? Nous gagnons cette contribution que nous apportons à la génération montante et en termes de, voilà, comme le disait souvent Sénèque, c'est que chaque personne dans une relative opacité devrait soit écrire son histoire ou la trahir. Et là, nous pensons que notre contribution dans cette période, il faut écrire cette histoire et ne pas la trahir. Pour nous, écrire cette histoire, c'est de proposer de nouvelles réflexions. Ce que le professeur Kamana, le philosophe Kamana appelait des idées alternatives à la jeunesse aujourd'hui. C'est vrai, on va se plaindre que l'éducation a des problèmes, mais oui. Mais si on ne va pas changer cette éducation, il faut proposer d'autres voies. Et nous avons proposé qu'il y a ces activités-là, par exemple de génie en herbe, de concours d'éloquence, de la poésie, du sketch éducatif, qui permettent aux élèves de repenser autrement l'éducation apprise au niveau de, voilà, du processus classique. Et c'est ce que nous sentons que nous sommes vraiment très à l'aise. C'est une passion pour nous que nous avons commencé depuis plusieurs années dans la ville de Goma, dans la ville de Bukavu. Et que chaque fois quand vous terminez avec une génération, vous avez l'impression que cette génération excelle sérieusement dans la société et ils n'ont pas peur d'affronter les différents enjeux. Alors, on s'est dit, waouh, il faut maintenant s'investir et donner ce que nous pouvons à la jeunesse dans la mesure du possible. Voilà. Alors, dans la mesure du possible, on va parler de Washington, du discours aussi du chef de l'État. Bon, c'est aussi de la situation sécuritaire dans l'Est. Il y a eu le 4 décembre la signature de l'accord dit historique, l'accord de paix à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais quelques jours ou quelques heures après, ou pendant qu'ils étaient en train de signer, ça crépitait dans l'Est de la RDC. N'est-ce pas du bluff? Bon, du bluff à ce qui pensait qu'on a affaire à un accord de paix, mais ce n'était pas une surprise pour ceux qui comprennent bien la situation politique et géographique, historique de la région des Grands Lacs. Donc, honnêtement, je ne suis pas de ceux qui pensent que ça, on a eu affaire à un accord de paix. Je suis plutôt de ceux qui pensent qu'on a eu affaire à un accord économique. Et cet accord économique pouvait se faire, voilà, chacun sait désormais que si les choses rentrent à la normale, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd de ce côté-là. Et dans cet accord, la RDC a été plus perdante dans cet accord économique. Plus perdante? Oui, la RDC a été plus perdante. D'abord, du point de vue politique, c'est que nous avons accepté dans cet accord-là que le M23 n'avait jamais eu le soutien du Rwanda et que nous avons affaire à un groupe local et nous allons traiter cette question à l'interne. Et c'est comme ça que le chef de l'État, dans son discours à la nation, il a même souligné qu'il y a un pas qui a été franchi avec l'accord de Washington et ça ne sera pas pour brader la souveraineté nationale et ça ne sera pas également le cas avec le prochain accord avec le M23. Vous avez compris ces paragraphes-là. Donc c'est pour dire, nous avons fini l'accord économique à Washington. Les États-Unis savent désormais ce qu'ils peuvent gagner. Je crains que nous soyons encore dans un conflit économique international parce que nous avons encore des accords avec la Chine. Est-ce que les accords avec la Chine et les États-Unis sur l'exploitation de minerais en République démocratique du Congo ne vont pas se bousculer? Parce que déjà, je l'avais encore dit dans cette émission, à l'entame, au début avant que même Yéchi de la ville de Goma, j'avais dit, je crains que les accords conclus au départ avec le Rwanda sur l'exploitation ou les raffinements de raffinerie de l'or au niveau de l'Est du Congo soient une conséquence logique
par rapport à ce qui se passe, parce que en réalité, cet or-là, qui devrait être raffiné au niveau du Rwanda, le premier preneur allait être les Émirats arabes unis. Mais enfin, nous avons ouvert nous-mêmes la porte des Émirats arabes unis et nous avons dit nous suspendons, maintenant nous ne voulons plus, voilà. Et ça a créé ce que ça peut créer, si ça peut être parmi les raisons, ce que je n'encourage pas. Mais on sent quand même que sur ces accords-là, parfois, on y va dans tous les sens et ça peut nous... Deuxièmement, vous allez comprendre maintenant que le Rwanda a réussi à nous faire avaler un narratif que même le porte-parole du gouvernement et le gouvernement tout entier avaient refusé dès le départ, que les FDLR n'avaient pas le soutien du gouvernement congolais. Mais avec cet accord, on a l'impression que le gouvernement accepte que nous connaissons où se trouvent les FDLR et nous pouvons vous aider, nous allons les traquer ensemble. Donc, comme qui dirait, nous acceptons quand même de négocier avec le M23, qui serait un groupe congolais, mais nous avons refusé de faire comprendre à l'international que les FDLR, au lieu qu'on puisse les traquer sur notre sol, qu'on pousse le Rwanda à rapatrier leurs concitoyens pour qu'ils négocient là-bas. Parce que ça aurait été ça notre victoire aussi politique sur ces volets-là, FDLR 1-23. Si nous acceptons que le 1-23 sont des Congolais et que nous voulons échanger, nous voulons maintenant discuter avec eux à Doha, pourquoi n'avons-nous pas convaincu l'international que Kagame prenne également ses confrères FDLR qui les amènent au Rwanda pour qu'ils négocient là-bas? Parce que notre pays, ça fait maintenant plus de 30 ans que notre pays est devenu un champ de bataille. Et ce sont des civils, même quand on va chercher à traquer les FDLR. Mais vous savez cet adage qui dit que là où des éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent. Vous avez vu également ces bombes-là qui sont tombées au milieu des populations qui se déplaçaient sur l'axe Luvunge, Sangé, où des gens, les Congolais sont morts comme des sauterelles, justement parce que quand il s'agit maintenant des crépitements des balles, ça ne choisit pas. Et nous, on voulait bien que ce succès diplomatique soit gagné dans cette balle. On l'a perdu. Bon, maintenant nous rentrons, comme vous l'avez dit, c'est que nous avons légitimé à la face du monde que le Rwanda, voilà, c'est un autre partenaire, on va aller sur une bonne voie. Désormais, des questions qui nous dérangeaient sur la gestion collective de nos ressources. J'aime bien quand le porte-parole du gouvernement en parle, bien qu'il a décidé sur cette question-là d'ouvrir quand même les débats francs avec les compatriotes, parce que, enfin, moi je me plains en tant que communicateur politique, c'est pas quand même intéressant d'être dans un pays où des turbulences politiques, il y en a aujourd'hui, et que les citoyens congolais ont besoin de comprendre dans le moindre détail ce qui se passe, mais le porte-parole du gouvernement n'a jamais voulu affronter d'autres pensées en face. Il veut toujours une communication à sens unique. Mais cette communication à sens unique, parfois, elle n'est pas productive. C'est une communication de manipulation dans la communication politique. Mais la vraie communication où les gens comprennent exactement ce qui se passe, c'est quand vous acceptez affronter également un contradicteur ou qui a un avis contraire. Et là, on va maintenant dire, on comprend ce qui se passe. Nous, on pensait ça, mais là, maintenant, c'est la logique. Voilà. Et donc, quand on parle maintenant de la gestion collective des ressources, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Gestion collective. Parce que les États-Unis n'ont jamais eu un pacte de gestion collective des ressources avec ni le Mexique, ni avec les Cuba, ni avec le Canada. Jamais. Le Rwanda n'a jamais eu la gestion collective du café du Rwanda, ni avec le Burundi, ni avec la RDC. Alors nous avons eu un gaz du lac Kivu qu'on veut ramener dans une gestion collective. Mais entre-temps, les grandes machines d'exploitation du gaz sont poussées dans les limites du lac Kivu. C'est ce qui faisait que quand vous êtes à Goma, c'était facile pour vous de voir cette machine d'extraction du gaz à partir sur les limites au fait du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Mais tout ce qui était affecté pour l'exploitation de ces gaz a été détourné par les ministres qui se sont succédés des hydrocarbures. Silence radio, l'Assemblée nationale n'en a pas parlé. Mais, et pourtant, avec les gaz méthane du lac Kivu, c'est une bombe à retardement pour la population de Goma, la population de Bukavu et toute la population riveraine. Parce que la conséquence, plus nous avons ces gaz-là, plus nous avons le volcan qui peut également, d'après les volcanologues, c'est qu'il pouvait arriver qu'on assiste à une éruption souterraine. Une éruption souterraine, s'il y a collision avec les gaz méthane,
ça nous exposerait maintenant à une explosion. Cette explosion, ça va nous amener à quoi? Ça va nous amener à ce qui s'était passé au Cameroun avec les lacs Nyos. Les lacs Nyos, c'est que quand il a explosé avec ce gaz méthane, les populations qui étaient à 50 km environ se sont retrouvées tous des cadavres le matin. Voilà, face à un danger comme ça aurait été également intéressant pendant ces temps qu'il y ait quand même une rapidité, une souplesse de pouvoir non seulement exploiter ces gaz pour le courant, mais aussi mettre cette population en danger. Mais de l'autre côté, nous avons un pays quand même que nous avons accepté de faire une exploitation ou une gestion collective. C'est l'écart que j'ai entendu sur le parc de Virunga. Rappelez-vous que j'en avais encore parlé ici, que le projet également qui a fait couler l'encre et des salives dans ce qui s'était passé, ce qui avait déjà une proposition de construction d'un village moderne par le Rwanda dans le parc de Virunga à l'époque, et que beaucoup d'autochtones avaient refusé ce projet-là. Et on a vu, il y a eu même des soulèvements au niveau de Goma à l'époque. Oui, il y avait des soulèvements parce que le projet là était vraiment réel. Et c'était pendant la même période que vous avez assisté, je ne sais pas qui avait induit le pouvoir de Kinshasa en erreur, quand on avait dit que la police du Rwanda pouvait aussi traverser le frontière pour aller sécuriser la population à Goma. Bon, on ne comprenait pas si on était dans quoi finalement. Il y avait encore un soulèvement populaire, on a arrêté ça. Mais au moins pour le village moderne, c'est que l'idée était que le Rwanda, parmi les activités génératrices des revenus ou de recettes dans ces pays-là, il y avait également ce tourisme. Et avec le tourisme, en visitant le gorille, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gorilles qui venaient de la RDC et que parfois on peut avoir des touristes au Rwanda qui ne vont pas voir de gorilles. Par conséquent, il faut également le suivre là où ils sont dans les forêts congolaises. Dans les forêts. Et montrer à la face du monde que voilà, ce sont des gorilles rwandais. Et pourtant, nous sommes en Je vous République démocratique du Congo. Je reviens à la dernière livraison de la Mythinfo avec Nathalie Yokomposo. Merci d'être resté avec nous. Merci Jean-David. La Mythinfo, c'est tout de suite. Discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Prince Epingi, porte-parole de la plateforme d'opposition Lamuka, a salué l'aveu d'échec du président Félix-Antoine Tshisekedi ce 8 décembre devant le Parlement, qualifiant l'accord de paix de Washington signé le 4 décembre dernier de morné. Devant le Parlement, le président de la République avait accusé le Rwanda de bafouer l'accord de paix, affirmant que ce pays voisin avait au lendemain de la signature de cet accord violé délibérément le cessez-le-feu. Le Burundi a accusé le Rwanda de poursuivre des activités de déstabilisation à la frontière avec la République démocratique du Congo et a affirmé que ses troupes déployées en territoire congolais ne vont pas se retirer tant que leur mission n'aura pas été pleinement accomplie. Dans le sud Kivu, au moins 74 civils ont été tués, 83 blessés en moins d'une semaine, selon un bilan préliminaire communiqué ce lundi par les Nations Unies qui dénonce une escalade alarmante des violences dans l'est de la RDC. Entre le 2 et 7 décembre, les affrontements impliquant des armes lourdes et des bombardements dans des zones habitées ont touché les territoires d'Ouvira, Walungu, Mwenga, Chabunda, Kabari, Fizi et Kaélé. Fête de l'indépendance ce mardi en Tanzanie. La jeunesse appelle de nouveau à descendre dans la rue pour dénoncer la répression des manifestations qui ont suivi les élections du 29 octobre dernier et exige le départ de la présidente Samia Suluhu Hassan alors que les autorités ont interdit les rassemblements. L'ONU et plusieurs pays dont les États-Unis ne cachent pas leur inquiétude face au risque d'assister à de nouvelles violences. Merci de nous avoir suivis partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h de Kinshasa pour la grande édition du journal de la mi-journée. Mais dans l'entretemps, 50 bonjour se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ok, alors on revient, on était en train de parler de ce village touristique, mais qui a été refusé par les Congolais. Oui, au départ, c'est que
Il y avait même des commissions qui commençaient à arriver. Je rappelle que j'étais quand même à ces moments-là acteur majeur de la société civile comme porte-parole de la nouvelle société civile dans la province. On a reçu des différentes commissions, délégations qui nous parlaient que voilà, ça va être un village moderne, touristique, mais il y aura une cogestion. Alors il faut travailler avec les populations riveraines pour qu'elles comprennent. Je dis, si vous dites ça, est-ce que vous ne comprenez pas vraiment l'histoire de cette région? Vous ne pouvez pas, si c'est un projet porté par le pays, c'est bien. Mais nous n'avons aucun pouvoir, mais il y aura une résistance. Les gens ne vont pas accepter ça. Je ne sais pas maintenant qui a fini par corriger, qui a fini par conseiller Kinshasa, et ces projets étaient abandonnés. Mais abandonnés, mais ça a énervé d'autres sensibilités de l'autre côté. Rappelez-vous que je l'avais encore dit, que c'est à côté même de là où ce projet-là devrait être installé, implémenté, c'est là qu'on devrait accueillir le pape dans la ville de Goma. J'avais encore dit que le pape ne devrait pas être reçu à Kinshasa, il devrait être reçu à Goma. Et on avait déjà assaini l'espace-là à côté. Donc il y a eu quand même ce projet qui a été jeté en pâture. Est-ce que ce sont le même projet dans la co-gestion collective ou dans la gestion collective, allais-je dire, des ressources qu'on veut nous ramener? Parce que là, nous avons également un pays qui est souvent un grand producteur de castérite, mais qui n'a pas de mines. Nous avons un grand pays qui est producteur de cobalt, de coltan, mais qui n'a pas de mines. Est-ce que c'est dans ça qu'on veut nous amener? Ou on reste dans la théorie où on nous dit, voilà, il y a une menace qui fait souvent peur au Rwanda, les FDLR seront les narratifs qu'ils ont toujours avancés, parce que nous qui vivons dans cette région, la question de minoritaires, la question des communautés qui seraient, je ne sais pas, menacées, il n'y en a pas. Ce sont que des langages politiques et ça n'aide pas malheureusement la population, ça fragilise cette cohésion. Et nous sommes tombés sur ce coup-là, on a signé cela. Bon, voilà, comme vous Alors, l'avez c'est dit, que le Rwanda n'a pas pu obtenir. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'avec cet accord, ils peuvent l'obtenir? voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je dis, c'est que maintenant, ce qu'ils n'ont pas pu obtenir à ces moments-là, comme le président rwandais a l'habitude de dire que les autorités congolaises ont l'habitude d'écouter que par la force. Et comme qui dirait, il a utilisé sa force et nous l'avons accompagné en négociant, en lui mettant dans une position de force. Et quand vous négociez avec un adversaire qui est dans une position de force, ça veut dire qu'à un moment, vous allez dire, on n'a pas de choix, on accepte. Or, on était également en mesure, depuis Bunagana, si on aurait pu arrêter cette hémorragie, on serait en train de parler en position de force. Dans cet accord, nulle part où on parle, on dit du Rwanda qu'il est notre agresseur. Nulle part. Une raison de plus de montrer que le Rwanda est devenu encore gagnant dans cet accord. On ne les reconnaît pas comme agresseurs, mais on sent quand même qu'il y a une hypocrisie internationale. Parce que dans un accord comme ça, entériné par les États-Unis, et que nous avons plusieurs rapports, déjà des experts des Nations Unies, validés même dans des différentes commissions, où on épingle le Rwanda avec toutes les preuves nécessaires. Bon, on dit, voilà, quand on est dans la médiation pour la paix, parfois il faut fermer les yeux sur certaines choses. Bon, mais quand vous fermez les yeux sur certaines choses, j'ai toujours rappelé, il n'y a pas des accords de paix qui ne sont pas accompagnés par la vraie justice. Monsieur Jean-David, je rappelle ici, après la Seconde Guerre mondiale, on a assisté à un tribunal de Nuremberg. Le tribunal de Nuremberg était vraiment déchâtié jusqu'au dernier point, tous ceux qui ont participé dans l'Holocauste. L'Holocauste ou le Shoah, qui consistait à exterminer les Juifs ou encore à massacrer d'autres races. Mais aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on arrive quand même à signer un accord de paix. Mais un accord qui ne prévoit nulle part comment on va maintenant traquer tous ces criminels de tout le camp. Je dis bien de tout le camp. Parce que la vie humaine, elle est sacrée. Je vous ai dit, je l'ai toujours dit, on a enterré des personnes vivantes à Kichiché. Toutes ces familles ont besoin quand même de la justice. On a tué, on a abattu, on a fait des exécutions sommaires à Kichanga. À Kichanga, c'est également une zone de résistance dans le Massissi. Des exécutions sommaires avec des preuves. Et même les experts des Nations Unies ont fait des rapports sur ça. Dans la ville de Goma, vous-même, vous avez le nombre de morts. Beaucoup de civils. Beaucoup de civils. Et si on n'arrive pas à dire... Nous devons d'abord rendre justice à ces gens qui ont excellé dans les massacres des Congolais. Parce que c'est par là que les accords commencent.
Si la justice est rendue, voilà, on va maintenant voir la suite. Mais on ne peut pas commencer par l'économie, nous voulons ça, comme si vous n'êtes pas satisfait du butin de guerre, vous voulez quand même encore avoir plus. Et nous, on est là pour dire, pour la paix, ce n'est pas la paix. La vraie paix, c'est la quiétude, c'est la tranquillité, c'est l'harmonie sociale. Mais politiquement, vous allez faire ce que vous pouvez faire, mais cette quiétude n'est pas là. Cette harmonie sociale n'est pas là parce que les familles sont déchirées. Cette cohabitation, on est vraiment en train maintenant de créer des sociétés qui vont vivre comme des chiens et des chats. Et politiquement, ça peut faire bien quand les caméras seront là, quand voilà, on va applaudir parce qu'on a été à l'Institut de la paix aux États-Unis, mais la vraie paix, c'est là que le Congolais... Est-ce que ce n'est pas un mort-né, cet accord? Parce que déjà, il y a une méfiance. On a vu les deux chefs d'État qui ne sont pas salués. On a vu la méfiance du chef de l'État qui regardait dans une autre direction. On a senti vraiment un malaise. Mais combien d'accords, M. Jean-David, auxquels vous avez déjà assisté? Accords de paix, je signale bien. Après la signature, les antagonistes n'arrivent pas quand même à se serrer la main. Quels accords? Je pense que même Poutine et Zelensky aujourd'hui ici s'est rencontrés sur une table pour parler de l'avenir de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine va adhérer à l'OTAN? Est-ce que l'Ukraine va rester un État indépendant sans adhérer à... Voilà. Même cette réunion-là peut se finir par une poignée de main. Parce que dans l'histoire de l'Europe et de la Russie, l'Ukraine était un État de l'ex-IRCS. Voilà. Ils vont dire, malgré tout, on est des frères, on peut se saluer. Mais là, nous avons un accord de paix, M. Jean-David, où des présidents ne veulent même pas se regarder dans le visage. Bien que le président Trump nous a dit... Ce sont des vrais amis. Ce sont des vrais amis. Après les avoir écoutés dans le coulisses, après les avoir côtoyés, il a compris qu'il y avait une amitié. Bon... Ça, c'est un langage diplomatique. Ça, c'est un langage diplomatique pour dire que voilà, tout va bien, mais il fallait qu'on puisse voir. Ils ne se sont pas serrés la main. On a vu qu'il y avait trop de ratés dans leur gestion protocolaire de tout cet événement. Et comme ça ne suffisait pas, après la signature de l'accord, voilà, ça crépitait de l'autre côté. Non seulement qu'il s'accrépitait, le président lui-même a dit que le Rwanda a violé déjà l'accord, donc ça veut dire, mais on est où? Et c'est compliqué. On est où? Parce que, comme je suis en train de vous dire, ça se passe maintenant dans la zone, parmi les zones le plus dangereuses de l'Est du pays. C'est la plaine de la Ruzizi. Plaine de Ruzizi. Ça, c'est la zone également la plus dangereuse. Dangereuse par rapport... Parce que dans ce qui se passe aujourd'hui dans la guerre à l'Est du pays, il y avait des zones, quand on vous dit que cette zone-là est tombée sous le contrôle de l'ennemi, non, vous devez gratter la tête. Par exemple, le front qui s'était passé à Kishiche. À Kishiche, nous sommes sur l'axe Tongo, à Rutshuru. L'axe Kishiche, c'est qu'il y avait une forte résistance de tous ceux qui venaient de Massissi, qui ne voulaient pas que l'ennemi traverse la ligne pour pénétrer à Massissi, qui sont venus renforcer les autres résistants. Et il y a trop de collines, il y a trop de courbures, et c'est là que l'ennemi avait perdu beaucoup de ses éléments jusqu'à aller s'abattre aux civils dans le village de Kishiche, parce qu'on les confondait maintenant qui sont des résistants, parce que voilà, ils viennent de perdre. Ça, c'était un verrou très compliqué. Vous arrivez maintenant à l'axe qu'on appelle Rugari. Nous sommes toujours à Rutshuru. Quand vous quittez Rutshuru vers Goma, il y a une localité qui donne l'impression comme si vous étiez sur une plaine. Ça, c'est également un axe très compliqué en matière de front. Quand cela a été tombé, à Goma, je pense que les gens ont commencé à se poser beaucoup de questions. Et du coup, ils sont avancés, ils n'ont pas rencontré beaucoup d'autres résistances jusqu'à ce qu'ils arrivent maintenant sur la porte de Goma. Maintenant, franchir Goma, c'est également la ville de la résistance. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et il fallait que le gouvernement, dans son intelligence de gestion, devrait imaginer qu'est-ce qu'il faut faire pour repousser. Les garder pendant longtemps, c'est également une erreur stratégique. Parce que l'ennemi, lui, il est en train de vous observer. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous savez qu'il est arrivé que Moïse, on lui a dit, tu as vu Canaan, mais tu ne vas pas y entrer. Tu verras ça de loin. Oui, mais quand tu vois déjà Canaan, qu'est-ce qui passe dans la tête? Ce que tu as envie de dire, si Moïse pouvait avoir le pouvoir de demander à Dieu la grâce pour qu'il arrive quand même et sortir et mourir après. Mais au moins Dieu lui avait dit, tu as vu, tu ne vas pas entrer. Et c'est comme ça que quand vous laissez l'ennemi à la porte d'une grande ville comme Goma, où ils observent, donc toutes leurs intentions c'est de dire,
on doit y entrer. Et on les a laissés beaucoup de temps, ils se sont organisés. Ça, c'était un axe très compliqué qu'on n'a pas pu gérer. L'autre axe, c'était maintenant l'axe de Saké. Saké, c'était maintenant une cité de la résistance, parce que comme je l'avais dit, les enfants de Saké avaient dit, notre terre, on ne cédera pas ça dans le main de l'ennemi. L'axe, le plus compliqué maintenant, c'est quand nous sommes dans la plaine de la Ruzizi. La plaine de la Ruzizi, il y a 3 grandes raisons qui justifient la complexité de cet axe, M. Jean-David. D'abord, nous avons, avec la plaine de la Ruzizi, le Rwanda a un plus grand camp militaire qu'on appelle les camps qui se trouvent dans la commune, dans les districts, comment ils appellent ça, districts ou communes comme ça, de Bugarama. Et c'est un camp très équipé, parce qu'ils savent également qu'ils ne sont pas loin de leur rival éternel, le Burundi. Le Burundi. Alors, vous avez de l'autre côté une résistance qui peut venir du Congo, vous avez le Burundi, vous devez maintenant renforcer les limites. Et c'est comme ça que quand ça a éclaté sérieusement sur l'axe Kamanyola-Luvungi, le Rwanda a vite fermé sa frontière. C'était la première fois. Parce que quand ça avait éclaté à Goma, le Rwanda n'avait pas fermé sa frontière. Mais parce qu'ils savent que là c'est compliqué, ils ont fermé la frontière. Deuxièmement, pourquoi c'est là que c'est très compliqué? Très compliqué parce que là maintenant vous vous regardez en face. Il n'y a pas trop de collines. C'est que vous pouvez voir quelqu'un qui est à 5 km. Alors, vous avez maintenant des résistants et des militaires qui contrôlent, qui connaissent bien leur zone. Et c'est pourquoi Mouzé avait baptisé Kamanyola, d'après l'histoire, si c'est une mythologie ou oui, vrai. Kamanyola, oui. C'est là qu'il avait raté une balle comme ça qui a fait tomber son képi. Tout simplement, c'était des batailles farouches là-bas. Bon, maintenant, quand vous apprenez, dans le langage maintenant de l'autre côté, pour ceux qui sont à Goma, ils ont déclaré publiquement que s'ils entraient à Uvira, ils n'hésiteront pas à entrer au Burundi. Et le chef d'état-major du Burundi a rétorqué pour dire ils ne vont pas attendre qu'ils arrivent à Uvira. Ils vont le pourchasser à partir de là où ils sont. Voilà ce qui rend encore de plus en plus cette bataille très farouche. Et dans le contexte actuel, il faut maintenant prendre des précautions. Je suis d'accord que Uvira n'est pas n'importe quelle ville, parce que quand vous êtes à Uvira, vous êtes déjà dans le limite avec d'abord vous êtes sur le lac Tanganyika, et puis vous êtes dans les limites avec le Burundi. Et ça crée maintenant, ça peut donner une autre dimension de ces conflits, parce que soit le Burundi ne se laissera pas faire, il peut déverser maintenant son arsenal. Nous avons une population qui se déverse également au Burundi quand il y avait une autre. Et puis vous avez maintenant le couloir sur le lac Tanganyika, et ça peut créer un circuit sécuritaire effrayant sur ce qui se passe au pays. Voilà une raison pour laquelle je pense que je n'ai pas bien compris pourquoi on pouvait prendre 4 heures pour suivre les chefs de l'État. Et pourtant, nous avons... 2h20. 2h20, voilà. C'était 2h20. 160 minutes, voilà. 160 minutes, et pourtant nous avons une guerre de l'autre côté. Parce que pour moi, déjà, dans ces palais du peuple, il y avait le ministre de la Défense, il y avait le vice-ministre, il y avait le chef d'état-major, il y avait le président de la République. Donc, en pleine guerre quand même, ceux qui sont censés décider ce qui se passe sont quand même en train de se concentrer sur l'état de la nation. Je veux bien, mais je pense que tout ce temps, c'était trop. Voilà. Alors, l'accord tel qu'il a été signé, est-ce qu'espérez-vous qu'un jour il sera appliqué? Bon, appliqué dans... quand vous suivez quand même ce que le président a dit, déjà, à cet état de choses, c'est difficile qu'on s'imagine que ça sera appliqué tel qu'on le veut. Parce que moi, je pense que ces gens d'accords, pour qu'ils soient appliqués, il devrait y avoir une adhésion massive de la population. J'insiste, je pense que ça aurait été mieux qu'on commence d'abord à stabiliser les sensibilités internes. Les sensibilités internes, quand elles sont maintenant stabilisées, on sait qu'on peut maintenant parler. Qu'est-ce qui n'est pas dit dans cet article de cet accord? On analyse étape par étape. J'avais vu également des accords, M. Jean-David, dans les temps, qu'on pouvait arriver même à intégrer la branche de la société civile. Quelle serait la conséquence si le pays s'engageait sur cette voie?
On a le temps d'abord d'écouter la société civile, pas la société civile politisée de l'Union sacrée. On parle vraiment de cette société civile proche de la population, qui vit au quotidien. Et quand on parle de la société civile, bien on voit également les églises, parce que les églises sont dans la société civile. Qu'est-ce que nous courons si nous prenons ces décisions? La société civile va dire ce qu'elle pense. Les politiques vont dire ce qu'ils pensent. Et puis, enfin, on peut maintenant délibérer. Mais nous avons maintenant des accords que c'est après la signature qu'on est maintenant informé du contenu. Ça, c'est maintenant un danger. Est-ce que ça sera ratifié aussi au niveau de l'Assemblée nationale? En réalité, ça devrait être ratifié avant. Ça devrait être d'abord apprécié par l'Assemblée nationale avant la signature. Maintenant, là, je ne sais pas comment ils ont renversé la pyramide. Et même si l'Assemblée nationale est refusée, d'abord, je ne vois pas ce schéma-là parce que nous avons une Assemblée nationale, je m'excuse de le dire, je pense que c'est la plus faible de l'histoire de ces pays, avec cette législature. D'abord, avec la question des guerres, vous avez vu, aucune interpellation, les entités peuvent tomber, personne n'en parle. Ils sont aussi en train d'avoir des discours de peureux. On est tombé dans des discours défaitistes, comme si que ce soit l'Assemblée, que ce soit, je ne sais pas, le ministère, comme si tout le monde a accepté qu'on est en train de perdre et il faut faire consommer un message de perte. Non. Je pense que dans une situation comme ça, on devrait laisser aux institutions de jouer correctement leur rôle. On aimerait bien voir le ministère de la Défense être interpellé au quotidien pour qu'il explique. En fait, connaître ce qui se passe dans la défense, ça ne fait pas de vous un incivique. Moi, je ne sais pas s'il faudrait qu'on le dise combien de fois. En tant que Congolais, c'est de notre droit, M. Jean-David. Si on sent que ça crépite, c'est de notre droit de savoir qu'est-ce qui se passe. Qui doit nous répondre? Pourquoi il ne nous a pas répondu? Pourquoi il y a beaucoup de déplacés aujourd'hui? Comment ils sont pris en charge? Quand on pose cette question, ce n'est pas qu'on a une rancune contre tel ou tel. Il y a beaucoup de réfugiés au Burundi. Comment ils sont pris en charge? Il y a beaucoup de déplacés à Beni. Toutes ces familles de militaires là abandonnées, ce sont des civils. Comment ils sont pris en charge pendant tous ces temps? On doit avoir des gens qui doivent nous répondre. Nous avons un ministère des Affaires sociales. Carrément, on ne sait pas dans cette période. Il fait quoi? Ce sont des ateliers, mais entre-temps, les Congolais sont en train de périr de l'autre côté. On attend encore des inondations à Kinshasa pour qu'on organise des rencontres avec des familles qui ont perdu XY. Non. On a vraiment une Assemblée nationale. Je sais qu'ils aiment bien Télé 50, mais je pense que l'Assemblée, la législature, la plus improductive par rapport à la conjoncture aujourd'hui du pays. J'ai vu l'honorable Bitakwira quand il a tenté de prendre la parole. Quand il voulait faire une motion d'information, disant qu'au même moment que nous sommes en train de discuter, je ne sais pas si ABCD, ça tire. Et quand ça tire, pour une nation sérieuse, M. Jean-David, quand un civil tombe, ça doit faire paniquer toutes les institutions. Mais nous avons maintenant des situations où même plus de 100 civils peuvent tomber. Vous avez compris, des noyades gauche-droite. Le ministère des Sports, plutôt des Transports, calme, comme si rien ne se passe. Alors, aucune interpellation. Aucune interpellation pour savoir, au même moment qu'on avait dit, aucune embarcation sur le voie maritime ne pourra se faire si les gens ne sont pas protégés. Mais on peut quand même assister à un naufrage et les gens disparaissent, des centaines comme ça. Et personne n'est interpellé. On peut quand même assister où on dit déjà, il y a un front avec les défenseurs des droits humains, où on dit que même des millions de dollars qui ont été donnés au ministère des droits humains, pour assister quand même ces gens-là qui sont en danger. Ces millions ont été déplacés. Ces millions de dollars ont été détournés ou seraient détournés. Aucune interpellation? Non, je pense qu'en toute honnêteté, je suis d'accord avec ceux qui pensent que cette guerre nous a aidé à comprendre que parfois l'Assemblée nationale reste qu'une institution budgétivore, mais le pays pouvait également fonctionner. Merci. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Johnson Ishara, surtout de votre passage. Tout de suite, on va continuer sur les discours du chef d'État avec Cédric Moudiantou.